この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Ah bah salut, c'est Olivier. Salut tout le monde, bah voilà, ça y est, on y est, les États-Unis. On va vous parler de notre voyage sous la forme de Vlact. On voulait pas faire des vlogs, en fait on voulait faire des vidéos React. Donc on s'est dit, on va faire un mélange entre les vlogs et les vidéos React et on va appeler ça des Vlact. Donc on réagit à notre propre voyage. On va commencer par une petite intro, on va pas beaucoup parler dessus. C'est parti pour le décollage. Surpris. C'est terrifiant. N'est-ce pas? On va où? Los Angeles, apparemment. C'est où? C'est vachement loin. Ah. C'est par là. Là-bas. Là. On va acheter des bonbons pour le vol. Ah non, je veux faire un tour dans la choupa mobile. Et bien ça, pour t'équiper, en fait, c'est des sucettes plus 2 de dégâts et de précision. Ah, ça dépend du goût. Si tu veux faire des dégâts, des dots. Ah oui, ça c'est de l'AP et ça c'est de l'AD du coup. Ouais. Ça boit du champagne dans les verres en verre. Olivier vit sa meilleure vie. Il aime trop les décollages, les avions et tout. C'est un gros kiff. En plus on a eu quoi, 20 minutes de retard, un truc comme ça, 30. C'est marrant, le sol est patché, on dirait qu'il a été texturé Oui. de manière Avec un petit trip. de drill, landscape. Ouais, mais là, les shadows ont pas changé. On a ramené la Switch, on a Smash, on a plein de jeux, mais qui peut franchement résister à l'appel des mots croisés. En anglais, avec des questions, mais hardcore. Je vais vous faire un petit tour des jeux. Je pense que en termes d'analyse game design, il y a beaucoup de choses à en tirer. Olivier, professeur de game design. Deuxième petite turbulence du vol. Olivier pas serein, mais Olivier joue à Hades. Ça bouge beaucoup quand même. J'ai totalement changé. Je fais le time à coup unlimited. Je sais pas, moi je suis occupée avec Manifold Garden en fait, donc je m'occupe pas trop de ce que fait Olivier. Ah oui, c'est plus Hades. C'est plus des schlash là, c'est des piou 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 piou. Il nous reste 45 minutes de vol. On va pas tarder à croiser une route qu'on va pouvoir vous montrer, mais depuis le sol dans une dizaine de jours. Puisque à l'aller, on va passer de Los Angeles à Las Vegas. Au retour, on va passer par Salt Lake City, etc. Mais à l'aller, on va aller vers Las Vegas, voilà, qu'on voit là, en bas à droite. Et du coup, vue du dessus, ça ressemble à ça. Et dans 10 jours, on vous montrera à quoi ça ressemble vu d'en bas. Mesdames et messieurs, bienvenue à Los Angeles. Il est 17h33 en heure locale et la température extérieure est de 15 degrés Celsius. Veuillez rester assis et attaché jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse et l'arrêt complet de l'appareil. Welcome to the United States. Ok. On est sur la route
Olivier s'habitue à ce qui va être notre fidèle destrier pendant 2 mois. Une Toyota Corolla, très agréable, très souple. Olivier s'habitue. Il apprend le code de la route américain en même temps qu'il conduit. On vient de découvrir que, en tout cas en Californie, on peut tourner à droite à un feu rouge après s'être arrêté, sauf s'il y a un panneau qui spécifie qu'on peut pas. Donc en gros, à un feu rouge, tourner à droite, c'est le feu est d'un stop en fait, en gros. Il est tard et on est fatigué, on vient juste d'arriver, du coup je pense qu'on va manger que des trucs typiquement américains, mais pas dans le bon sens du terme. Olivier il trouve que ça sent les croquettes pour chat. Tout à fait. S'il n'avait été là, quand on... Bon, c'est pas ouf, mais... On fait notre première visite aujourd'hui et on nous a demandé de mettre un haut blanc. Surprise! En route pour Flutter. Flutter, c'est un espace ludique d'art immersif. Et Olivier prend un plaisir certain et un certain plaisir à conduire dans les rues de Los Angeles. Ouais, bah, ce sera un running gag, on viendra dessus plusieurs fois, je pense, en fait, où Olivier découvre le code de la route au fur et à mesure, et les différentes règles qui spawnent à chaque putain de coin de rue aux États-Unis. Surtout Los Angeles, je crois, en fait, mais je verrai ensuite sur les autres villes, genre Las Vegas et San Francisco, par exemple, si c'est tous aussi fun de rouler au milieu des autres usagers de la route. Les règles de jeu de plateau à l'américaine, elles viennent pas de nulle part. Leur code de la route, il marche pareil. Mais vraiment, hein, no joke. Tout est sous forme d'exception. Donc c'est très libre de base. Il y a plein de trucs qui sont tolérés, voire autorisés, qui ne le sont pas en France. Par exemple, à un feu rouge, on peut tourner à droite. Alors que en France, on peut pas. Un feu rouge, on est censé s'arrêter jusqu'à ce que ce soit vert. Aux États-Unis, on peut tourner à droite à un feu rouge si on peut s'engager. Si on considère qu'on peut s'engager et qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste marquer l'arrêt. Donc les feux rouges marchent comme des stops. Des règles comme ça, il y en a tout le temps. C'est déjà dans une des vidéos sur la route pour arriver à l'hôtel. Dans un quart d'heure. C'est trop bien. On est à Los Angeles. C'est trop beau. Il y a du street art. Je m'extasie devant de n'importe quoi, hein, mais je suis tellement ambiancée. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis tellement ambiancée depuis que je suis là. Je suis trop contente d'être ici. Donc ça, c'est l'entrée de Flutter. It's time to play. Là, on testait notre matos en fait, en attendant de pouvoir commencer l'expérience. Donc je faisais notamment le con avec une GoPro, que je m'étais foutu contre le front. Et nous, ce qu'on a pris, c'est une visite guidée. Donc on n'était que tous les deux avec notre guide, Sophie. Go on through and I'll meet you guys on the other side. Eyes closed. Eyes closed. Ok. I feel like you guys are going forever. Yep. Alright. Le lieu est hyper intéressant. En fait, c'est une structure qui est rectangulaire vue de l'extérieur, mais à l'intérieur, les murs sont construits pour former une espèce de labyrinthe. Et chaque pièce a un mood un petit peu différent. Et il y a toujours un principe ludique, un jeu. Et c'est pour ça que c'est vraiment un espace où il y a besoin d'un guide. Parce que les expériences ludiques sont médiées par notre guide. Dans la première salle, c'est assez simple. On nous demande juste de choisir une des très nombreuses bonnes femmes qui est dessinée sur les murs, celle qui nous représente le plus, et on en discute ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu en mode psychologie, vite fait. Et puis il y a des grandes mains géantes qu'on peut high-fiver en passant, voilà, donc c'est assez basique. Dans la pièce suivante, on rentre sur un principe ludique plus précis. C'est une espèce de scavenger hunt. Chasse au trésor en gros, ouais. En fait, on se va confier une liste d'objets à trouver. Donc c'est de l'objet caché en 3 dimensions, temps réel dans ta vie.
Et du coup, c'est basé sur des constructions qui ont été faites par une artiste qui, pendant la période du Covid, si je dis pas de bêtises, du coup, avait stacké tout un tas de déchets. Et elle a décidé en fait d'en faire une sculpture, enfin plusieurs sculptures en gros. Et du coup, des objets se cachent à l'intérieur. Il faut essayer de les trouver. Du coup, même si ça paraît assez simple, toutes les pièces ont à la fois une dimension artistique. Par exemple, ici, la démarche d'une artiste qui a utilisé ses déchets, ou en tout cas, en fait, l'artiste en question a décidé pendant le Covid de vider son appartement, de faire un espèce de nettoyage de printemps. Et donc, tout ce qui... je sais pas, si c'était Marie Kondo, elle dirait sûrement ceux qui ne sparquaient pas de la joy. Elle en a fait, elle les a mis de côté et elle a réutilisé ces matériaux pour former des sculptures, ou en tout cas des architectures, par exemple une grande arche, etc. Et pour avoir une dimension ludique dans l'expérience, on se voit confier la liste qu'on voit là, et il faut retrouver ces objets. Ça peut être en coopération ou en compétition, et ça nous permet d'en discuter. Donc c'est vraiment un espace entre l'espace artistique, muséal, et le jeu. Et c'est assez intéressant là-dessus, cette fusion de propositions. Après ça, du coup, on est sorti et il y a un hub central, un peu étrange. Il y a plein de moments qui m'ont rappelé un peu des espaces liminaux, voire les backrooms. Et donc, par ce hub, on rentre dans d'autres pièces. Et la pièce suivante, c'est une pièce avec des grandes formes géométriques aimantées contre le mur. Et Sophie nous a proposé, dans un temps imparti, en fait, on s'est chacun réparti des pièces en speed, et de construire quelque chose. En fait, on devait tous les deux construire quelque chose qui nous parle, que nous évoquait la pièce. Oui, du coup, on devait en temps limité, sans trop savoir en fait combien de temps on avait exactement, construire quelque chose avec les pièces qui étaient réparties de notre côté, sans dépasser en fait en gros la frontière au milieu, et voilà, donc essayer de construire quelque chose. Perso, moi en fait j'étais inspiré par l'espèce de grand triangle orange et les petites formes de S qui m'ont rappelé un peu les toits des temples japonais, donc du coup je me suis dit ok, je vais faire une sorte d'architecture chelou, très façon tangram en fait, où on essaie de reproduire un temple géométrique. Mais voilà, du coup c'était plutôt marrant, et j'avoue que c'est ce genre d'activité qui fait que du coup l'expérience globale, moi je l'ai plutôt appréciée, alors j'étais un peu sceptique, parce que j'avais peur que ce soit un lieu vraiment trop arty, avec plein de délires où il fallait rentrer dedans en étant avec une bonne prédisposition, là où moi j'ai plutôt tendance à être un peu réticent ou réfractaire à ce genre de truc. Mais ouais, je m'attendais effectivement à pas forcément rentrer dans le délire. Mais du coup, comme on avait plein de petites activités comme ça assez marrantes au final, et puis pas trop longues, pas trop chiantes, à chaque fois ça reste en fait des propositions d'artistes, mais pour autant, voilà, c'est pas non plus des délires trop compliqués ou avec des messages obscurs à comprendre en fait pour des néophytes ou des gens qui veulent pas non plus trop se prendre la tête. Voilà, c'était marrant, c'était effectivement ludique, c'était chouette, c'était multijoueur, bref, c'était plein de petites qualités sympathiques. Après ça, du coup, on est passé dans une salle avec de la lumière noire. En fait, c'était marrant parce que dans cette pièce, il y avait un côté plus narratif. Donc quand on arrive, on nous dit que les extraterrestres ont envahi en gros notre espace et qu'il faut faire croire qu'on est des extraterrestres pour pas qu'ils nous embrouillent. Parce qu'ils sont ghettos, les extraterrestres, apparemment, c'est des racailles. Et du coup, il faut qu'on se maquille avec du maquillage fluo. Donc c'était cool. La pièce d'après était plus inspirée par le cirque. Il y a toujours une ambiance sonore et tout dans les pièces. Donc celle-ci, en fait, c'est un espèce de jardin un petit peu fantastique avec des pièces disproportionnées, en fait, des fleurs, des papillons, etc. disproportionnés. Et au milieu, il y a un cerceau de cirque. Et on est invité à se balancer, à jouer dessus. Et on est devant un miroir. Donc c'est assez fun. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est balançoire, etc. Donc voilà. À l'entrée de la pièce, il y avait un QR code. En fait, à l'entrée de toutes les pièces, il y a des QR codes pour avoir plus d'informations sur les pièces, parce que techniquement, on peut faire la visite sans guide, c'est moins cher. Mais je pense que l'expérience doit vraiment en pâtir quand on ne fait pas l'expérience guidée. Livré à nous-mêmes dans ce genre d'espace, je ne suis pas convaincue que ça marche bien.
Oui, je pense que du coup, l'intérêt du lieu tient beaucoup justement en fait qu'on soit avec quelqu'un qui nous explique les choses sans qu'on ait des temps morts à les regarder avec notre téléphone en gros. Des informations sur l'artiste, sur la pièce, sur pourquoi on a fait ça, ou même tout simplement ce qu'on doit faire, rythmer un petit peu les passages d'une pièce à l'autre et autres. Tout ça, c'est vraiment beaucoup plus sympa en fait quand on a quelqu'un avec nous. Ça fait aussi que dans cette pièce-là, on arrive dans une bonne disposition. On a déjà fait l'atelier juste avant, où on est un peu obligé de retomber en enfance avec le maquillage, etc. Avant le maquillage, on doit construire avec des formes géométriques, etc. Donc, en fait, il y a vraiment ces espaces transitoires qui progressent lentement vers un état ludique qui marche bien. On ne nous demande pas immédiatement de faire les singes, ce qui pourrait ne pas marcher, ce qui pourrait créer une rupture trop forte, particulièrement avec un public peut-être un peu réfractaire, un petit peu trop réticent à, à se mettre en scène, à faire les guignols. Là, ça marche bien parce que c'est progressif. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment bien amené. Peut-être aussi parce qu'on a eu de la chance et que Sophie est particulièrement douée là-dedans. Mais on a vraiment joué le jeu, quoi. La pièce d'après, elle était faite par la même personne, la même artiste qui avait fait la pièce avec les formes géométriques, où on devait construire quelque chose. Elle a une vibe espace liminal de ouf. Et visuellement, elle est trop cool, cette pièce. Et dans cette pièce, on nous a proposé un atelier coloriage. Qu'est-ce qu'il nous a dessiné, le petit Olivier ? Ce truc, c'est un autoportrait. Si j'étais blond, avec des mèches de couleur. Et un peu gothique. Il est beau ton dessin. Bah ouais, tout ça. Moi j'ai essayé de faire un dégradé avec des crayons de couleur. C'est un hommage au la pin, l'épingle. Moi je trouve qu'on dirait un bonhomme comme ça devant un écran en fait. On dirait le truc que tu drops sur Google Maps pour te retrouver. Ah oui. C'est un pin. Est-ce que c'est de l'art ? Bah bien sûr, bien sûr. Bah oui ma gueule. C'est derrière au dos on peut écrire bah oui ma gueule. Grosse ambiance liminal space ici. Donc ça peut paraître bizarre, mais comme je le disais, comme on est amené progressivement à retomber en enfance, on est progressivement désinhibé par les pièces précédentes, ça marche très très bien. Typiquement, si on m'avait proposé cet atelier en première pièce, je me serais vraiment dit what the fuck. Voilà, enfin ça aurait pas été pour moi. Mais finalement, la courbe expérientielle est vraiment bien maîtrisée. La pièce suivante, c'est une pièce avec de la vidéoprojection à 360. Le concept est vraiment cool, j'aurais kiffé que ce soit plus interactif et je me demande si ça devrait pas l'être. Parce que au coin de la pièce, il y avait ce qui ressemblait fortement à des détecteurs de mouvement, des caméras façon un peu mini Kinect ou Leapmotion. Il y a dans cette pièce des portes qui sont vidéoprojetées. Une porte est sélectionnée, du coup là c'est aléatoirement, et un peu à la manière d'un rêve, ce qui se trouve derrière la porte varie. Et derrière on rentre dans ce rêve un peu surréaliste on va dire. Et il y a des miroirs au plafond, des poufs, c'est assez contemplatif au final comme expérience. Et du coup, la dernière pièce, c'était une sorte de machine qui permet normalement de lire les auras des gens. Donc c'est une sorte de pseudo-science où, a priori, chaque personne aurait une couleur propre qui émanerait d'elle, qu'on devrait pouvoir voir. Couleur et ou texture, enfin bref, quelque chose qui nous représente. Et du coup, cette pièce, elle est censée capter ça et reproduire en fait cette couleur sur les murs, sur nous, sur les murs autour de nous. Ce qu'on nous demande de faire concrètement, c'est de se placer à un endroit précis de la pièce et de prendre une pose qui est censée nous représenter. Et ensuite, bim, la magie opère. Alors le fonctionnement exact, on n'a pas été le demander non plus. On a quelques pistes, puisqu'il y avait littéralement une Kinect accrochée en fait sous le projecteur. Donc a priori, ça sert quand même à détecter en fait qu'il y a une personne dedans et ce que son squelette est en train de faire. Mais après, notre supposition, c'est plutôt le guide en fait qui nous accompagne, qui nous observe un petit peu durant toute la visite en fait, et on déduit globalement derrière quel genre de profil en fait on est, sachant qu'il n'y a pas une infinité de couleurs non plus. Il y en a une demi-douzaine, un truc comme ça, peut-être un peu plus.
peut-être 8-9, un truc comme ça. Et au final, c'était assez correct pour nous deux. Tatiana, du coup, a eu un mélange de bleu et de rouge. Et moi, j'ai été par contre full pourpre, tout violet. Et du coup, la description en fait, de ces différents profils matchait plutôt bien. Globalement, c'est ce qui ressort assez de cette expérience, c'est que, évidemment, il y a un côté mix entre art et jeu. Ça marche déjà très bien, les pièces sont en plus super belles, donc en art immersif, ça marche très bien. Mais il y a aussi toute une dimension introspective, en tout cas, ils essaient de nous accompagner vers une forme d'introspection qui est intéressante. En fait, ils essaient de proposer de l'analyse psychologique ou de l'auto-analyse psychologique. Et ils font ça très bien, d'autant plus qu'ils nous accompagnent très bien sur le chemin de la régression vers cet état régressif qu'ils essaient de nous proposer. C'était vraiment cool. La journée suivante, deuxième journée qu'on est faite, on est parti faire une expérience qui s'appelle Dreamscape immersive. C'est de la VR augmentée physiquement par des trucs tactiles, etc., ce genre de choses. En fait, il y en a pas mal à Los Angeles, plus qu'en France, plus qu'à Paris. Et du coup, on a fait un des nombreux espaces de VR augmentée de Los Angeles, sachant que celui-là a plutôt bonne réputation et très bien noté. Donc il fallait absolument qu'on en teste au moins un pour voir ce que la VR sous forme événementielle avait à offrir dans la ville du divertissement, enfin la ville d'Hollywood. Ouais, puis l'expérience commençait en fait dès l'entrée, où du coup il y a un petit décor en fait pour nous accueillir. Il est très axé cinéma en fait. Comme très souvent aux États-Unis, on a commencé en signant un waiver, donc en gros une décharge, déchargeant le lieu donc de toute responsabilité en cas de blessure grave ou de décès. C'est marrant, on a toujours ça aux États-Unis. Bah oui, non, il faut bien prévoir le coup, on sait jamais, c'est quand même des expériences assez dangereuses. La VR. Alors comme il y a plusieurs expériences qui prennent lieu dans des endroits qui n'ont rien à voir en fait les uns avec les autres, nous on était partis sur l'expérience qui s'appelle Alien Zoo, donc une sorte de zoo dans l'espace littéralement, qui présente des espèces extraterrestres. Mais il y avait d'autres trucs en fait qui avaient vraiment rien à voir avec ça. Donc ils essaient de mélanger un petit peu tout ça dans le décor d'intro, qui est assez cool, une espèce d'agence de voyage qui avait nous projeter dans des trucs plein de dimensions, avec une petite musique derrière qui était chouette, qui fait très John Williams-esque. Très cinéma. Là pour le coup on a été accueillis par un guide aussi, un peu comme Flutter, mais là vachement plus speed, puisque le gars débite en fait ça, les expériences sont d'une quinzaine de minutes, même pas je crois, donc effectivement ça enchaîne, il a 3-4 groupes par heure, et du coup j'avais un petit peu de mal à le comprendre, mais au final voilà, il était surtout là pour nous expliquer globalement comment on allait pouvoir nous équiper avec les différentes parties du dispositif, en l'occurrence le casque évidemment de VR qu'on met sur la tête, mais aussi surtout un sac à dos qui contient je pense un ordi portable, en tout cas le matos qui permet de connecter l'ensemble. Après le truc c'est multijoueur on va dire, puisqu'on pouvait se voir entre nous, on voyait nos avatars en fait dedans, donc l'ensemble est connecté, et pour interagir chacun avec l'environnement on avait aussi des capteurs custom placés sur les mains, sur le dos des mains, et au niveau des pieds aussi. Alors ça j'avais jamais testé, autant sur les mains c'est assez commun, même si là c'en était des particuliers. Autant sur les pieds on devait les sangler en fait sur le coup de pied, et ça permettait de détecter plus précisément en fait quand on se déplaçait, et c'est cool parce que des jeux par exemple de voiture notamment en VR, ce qui manque beaucoup pour le réalisme c'est le fait de ne pas avoir de pédales évidemment pour reproduire en fait justement les pédales d'accélérateur, de gaz, etc., de frein, mais là du coup en fait avec ce genre de truc finalement ça pourrait marcher, donc c'était un petit atout sympathique aussi. On va pas pouvoir vous montrer tout ça parce qu'on pouvait pas filmer à l'intérieur, donc on a dû arrêter la vidéo au moment où on s'est équipé, L'expérience en elle-même était assez sympathique. Ça commence sans vrai tuto. En fait, on nous place en mode, du coup, on est une espèce d'explorateur où on va nous projeter depuis la Terre vers ce zoo alien qui flotte au-dessus de la planète. Et du coup, on nous présente pas grand-chose parce que on est directement immergé dedans. On nous demande de bouger, on a juste à bouger notre corps dans l'espace. On doit se tenir à une rampe, et on se tient littéralement à une rampe. En fait, on tend nos mains et on touche quelque chose. Et en gros, les premiers trucs qui commencent à être vraiment cool et à avoir la particularité de cette expérience, c'est quand on touche des choses certaines
certains trucs précis. Dans l'univers virtuel, en fait, il y a des éléments dans la pièce qui sont justement placés par le guide discrètement, qui nous permettent en fait de vraiment toucher quelque chose. Donc il y a une partie tangible réellement. On doit caresser une bestiole par exemple au début. À ce moment-là, sur cette partie-là, effectivement, on a une fausse tête à toucher. À un moment donné, on doit récupérer une balle au sol et la relancer. Bah pareil, il y avait une balle physique en fait qu'on pouvait choper, en plus de tout ce qui est virtuel en fait comme couche derrière. On sort de Dreamscape. C'était trop bien. C'était un peu court, mais trop bien. Et on est tombé sur une boutique de peluches tellement mimes. Genre le birthday cake licorne. Voilà. Une sunflower tout droit sortie de Plante vs Zombie. Regardez-moi le fluff quoi. Et Member Berries. Je retire des chamallows, mais celui qui crame il fait un peu la gueule quand même. Celui en bas il sait pas ce qui va lui arriver donc. L'autre il commence à se douter parce que bon. Ouais, l'autre il commence à se douter mais ça va encore et le dernier il est en train de cramer, il fait la gueule. Mais les flammes elles sont contentes. Et les flammes elles sont heureuses. Je cherchais désespérément un micro pour faire nos interviews, je pense que je l'ai trouvé. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est une super idée. Je suis tout à fait d'accord. Avec Olivier, on voulait aborder un sujet important, un sujet sérieux. Celui de la malnutrition. On pense que c'est un vrai fléau dans la vie. Il faut qu'on vous dise que c'est très important de manger des acides gras non saturés, comme de l'avocat ou de la banane. Olivier a trouvé son épitaphe. La vie est courte. Manger un sandwich. Bah c'est pas faux du tout, c'est un bon conseil. C'est nos portraits crachés. J'espère que vous nous reconnaissez bien. Olivier avec son bretzel habituel. Moi avec une tête fraîchement décapitée et mes lunettes de protection. Après 1 heure, on a enfin notre concept. Donc Olivier qui conduit avec son bretzel caractéristique toujours. Hein. Un bateau par contre parce qu'on n'a pas de voiture. Pendant que moi je tabasse un clown avec mes lunettes de protection de meuf qui construit des trucs. On trouve que ça nous représente bien, du coup on va l'acheter. Et voilà, notre petit kit il est tout prêt à être acheté. Avec nos sosies. Et on vous montrera ça remonter dans le futur. Pour le 3e jour, on a fait quelque chose qu'on fait pas d'ordinaire parce que c'est vraiment pas notre truc normalement. Mais on a choisi de faire un espace instagrammable. Souvent on appelle ça des musées instagrammables, mais c'est une insulte au musée quand même. C'est des espaces de divertissement qui consistent à mettre des décors pour que les gens puissent se prendre en photo dedans. C'est pas trop notre truc, j'ai rien contre fondamentalement, ça me gêne quand ils commencent à parler de musée ou à parler d'art, mais j'ai rien contre fondamentalement. Celui-là a par contre un concept qui est cool. Cet espace il s'appelle Museum of Illusions. Donc je voulais voir ce que Hollywood avait dans le ventre en matière d'espace instagrammable. Et Olivier partait encore moins chaud que moi sur l'expérience. Il faut qu'on fasse comme dans la photo. Mmh. Tout est à l'envers ici et on est censé prendre des photos la tête en bas, enfin la tête en haut du coup, mais bref, vous avez compris. Genre, Olivier va vous faire une démonstration. Ah bon? Bon, Olivier a essayé, hein, en tout cas.
de vous faire une démo. C'est moi qui vais vous faire la démo du coup. C'est peut-être toi qui vas prendre les photos de toute manière, Ouais. je pense. Attends, je vais te laisser ça. Hop. Mon vélo. Olivier, il est tout content. Il vient de trouver un livre qui est plus du tout édité, qui est assez dur à trouver. La version reliée d'un bouquin avec des nouvelles de Star Wars. Moi, je connais pas, mais lui, il va vous dire ce que c'est. C'est quoi? Eh ben, c'est la suite de l'histoire du personnage de Revan dans Knight of the Republic. Et on a trouvé ça par hasard à Amoeba, une boutique de... Oula, j'avais pas prévu de faire ça, mais ok, on continue comme ça. C'est une boutique de... Attends, je me mets en diagonale pour que je vois ça. C'est une boutique d'occasion, surtout vinyle, CD, musique. Et nous, on achète des bouquins. Et nous, on achète des livres, ouais. J'ai trouvé un jeu Jodorowsky, plus édité aussi, à 1$ parce qu'il est en français. Je pense que les Américains s'en battent les steaks de lire du français. Et je vais essayer de vous montrer la boutique, c'est ça. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, on est dans le petit coin librairie, mais tout ça, c'est du CD et du vinyle, c'est ouf. Je vous ferai un plan de l'extérieur après, mais j'avoue, c'est trop bien. C'est sur Hollywood Boulevard. Voilà, voilà. Oui, il est content, il a son Star Wars. Le 4e jour, on s'est mis en route pour USC Village, qui est le campus de l'université of Southern California, l'université de la Californie du Sud, pour rencontrer une grande dame du jeu à contrôleur alternatif, du jeu sous forme d'installation. Et rien que USC Village, c'était incroyable. En fait, c'est une ville dans la ville. Vous allez voir ça dans quelques frames. Je sais pas si le GPS est programmé pour pas passer par les zones. Prendre à droite après Del Pollo Loco, à droite, et continuer sur East Washington Boulevard. C'est un rêve qui se réalise. On est à USC Village. On est du coup dans le... En fait, c'est une ville dans la ville, USC, donc University of Southern California. C'est une ville dans la ville, le bordel. Et il y a tout, il y a des magasins et tout, il n'y a pas que des... C'est pas juste un campus, enfin, c'est un campus ville, quoi. Olivier s'est dit que c'était le bon moment de faire son Duolingo en marchant. Le savoir n'attend pas. Voilà. J'ai rien à ajouter à ça. C'est classieux, les campus américains. Regardez ça là, on dirait un film. Une série. Un décor quoi. Si c'est un décor, c'est bien fait. On est sur University Avenue. Thank you. On n'a pas le time pour les cookies là. Girl Scout, University Girl Scout, thank you. Ah, j'aurais eu le temps, moi. Non. Jefferson Boulevard.
Il y a un truc qui traverse les frontières et ça c'est beau. Un truc où on sent que tout le monde est uni, enfin un groupe humain est uni. C'est les casse-couilles à trottinettes électriques qui roulent sur les trottoirs. Aux États-Unis et en France, même combat. Je trouve ça vachement beau. Parce qu'on peut tous haïr ensemble les connards à trottinettes électriques, qu'on soit aux US ou en France. On s'est garé à un endroit où on n'est pas sûr qu'on ait le droit de se garer. On va le découvrir en essayant de récupérer la caisse ce soir. Surprise! C'est le bâtiment où on a rendez-vous et on attend la personne avec qui on a rendez-vous. C'est classieux. And then I managed to get my radio Oh, set up for wonderful. you, so we can play it a little. Oh my god, your office is awesome! Go! There we go. Thanks a lot. So, who are you? Can you introduce yourself, please, ma'am? Absolutely. I'm Marcy Campos. I am faculty at the University of Southern California in the Interactive Media and Games Department in the School of Cinematic Arts. And so I was at Target. Great Target. It all started It all started at at Target. But Target has this amazing Halloween section every year. And every year I go and I play with the things. And I was so enchanted with this toy radio they had. Each station played a little jingle and that was it. And I bought it and I said, this is something. This is something, I can make this into something. And I was like, I don't know what yet. And so I brought it to work and I made everyone play with it. I told everyone about it. I'm like, oh, this is something. I think it's something. And then like 2 days later, I was driving home and I called one of my colleagues and I was like, it's an interactive murder mystery drama. Like a radio play where you help the detective. And they were like, okay. What? You called me? Like, I was like in the car and I was like, it came to me and I was like, that's what this is. Like, there needs to be an interaction point, but it needs to be a radio play because that's what this is. It needs to be a radio drama, even though it just makes spooky sounds right now. Channel 4. So it's prompting us to go to Channel 4. So we'll just go ahead and... You have made a selection. Your choice will be confirmed in 3, 2, 1. Choice confirmed. The makers of Klaxo Effervescent Tablets present Sandra McCall as Kat Keen, investigator. Each week this summer, Klaxo Tablets, those nifty little pick-me-uppers, bring you the thrilling adventures of Kat Keen. Though she publishes hard-boiled crime fiction under the pen name Sterling Gray, Plucky Kat always seems to find herself in the middle of a genuine mystery. And just like those perky little bubbles in every glass of Klaxo, Kat always rises to the occasion. With the help of her friend and society maven Marjorie Banks, and the advice of her companion and lawyer Carlton Prescott. Yes, friends, Klaxo Effervescent Tablets. If life's got you down, you might as well be 6 feet under without a Klaxo. Say, you there, listening to this radio. You seem a smart, sensible consumer. Why not meet me on Channel 6? To hear more about all the things Klaxo can do for you. Come now, Chester. They want to get to the mystery. You'll have time to shill your swill at the half. Dear listener, the story begins on Channel 1. Set the dial to Channel 1 to begin tonight's story. Or to Channel 6 if you can't get enough Klaxo. So then it'll wait, and then I think if you go to a channel it doesn't say, Channel. You seem to have stumbled onto some spooky show that's probably quite distasteful. Best to stick to the channels you're told to visit. And then if we go over to Channel 6 to listen to Klaxo, You have made a selection. Your choice will be confirmed in 3, 2, 1. Choice confirmed. Le 5e jour, on s'est mis en route pour l'endroit le plus connu
du milieu du jeu à contrôleur alternatif à Los Angeles. C'est 2-Bit Circus. 2-Bit Circus. 2-Bit Circus. C'est littéralement ce que je dis en arrière-plan de la vidéo. Ah, bah, c'est cool alors. Moi je peux faire le bruit de la voiture si tu veux. On va à 2-Bit Circus. Non, plus sérieusement, on est parti interviewer le fondateur de 2-Bit Circus, qui est Brent Bushnell, qui est le fils de Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari. Et donc le fils du fondateur d'Atari a son lieu à lui de jeux d'arcade étranges, de jeux à contrôleur alternatif, etc., qui s'appelle donc 2-Bit Circus. Et donc non seulement Brent Bushnell, il a son propre lieu de jeux à contrôleur alternatif d'arcade innovantes, etc., mais avec ce lieu, ils ont été précurseurs dans plein de domaines, dans l'escape room par exemple. Votre destination se trouve sur la gauche. 2-Bit Circus. C'est le 2-Bit Circus. 2-Bit Circus, indeed. Can you introduce yourself quickly? Yeah. My name's Brent Bushnell. I'm one of the co-founders of 2-Bit Circus. We're a big band of nerds. This is a high-tech circus. You know, we've been building games with lasers and fire and robots for a long time. We now have what we call a micro amusement park. I'm gesturing this way because on the other side of that wall is the park, out that little window there. It's almost 40,000 square feet of interactive entertainment. We have one in Los Angeles, one in Dallas. We just opened. We just made up the term a micro amusement park, but you know the idea is lots of different zones of entertainment. So we've got a carnival midway. We have our version of escape rooms we call story rooms, a little more like job simulators. We've got sort of a reimagined arcade, a whole theater, interactive game show theater, a robot bartender, and then a full bar and restaurant. So it's a big entertainment complex for adults and kids. I also chair our nonprofit foundation, which is a whole parallel entity. It's ginormous now. We've acquired 4 nonprofits. I didn't even know you could do that. But there's whole facilities to merge nonprofits, and we use games and play to inspire kids about science and engineering. We've got programs in about half the schools of Los Angeles and a bunch of other countries. But kids basically learn how to make their own games and then throw their own carnival. So it's a really fun kind of alternative to the science fair, but still gets kids programming and electronics and fabrication and kind of all the fun maker skills that you sort of could use in lots of other places. We feel like games are like a nice hook. Start where kids like, and then you can, sugar-coated vegetables. kind of in progress. getting cleaned up. So this was like one of our original story rooms. This was a little display, and you were all working together trying to control this robot that was on another planet, and you were trying to he would sort of arrive at their workstation, and you were trying to figure out what happened. It was just like they disappeared. Where did they go? And so this was one of the artifacts. This is amazing. And this over here is our Thank you. upstairs, build facility. Yeah. Design. Electronics over there. We're just drowning in stuff, but you can see actually this right here. You saw that doctor person? Yeah. Here is the mini version as they were building out all the wiring harnesses to power all of this stuff. Here was a lot of the infrastructure to be able to build and test and get that all. That's the dream, and like really. And then if you come over here, we're still cleaning up a lot of stuff. But C'est une arcade en Lego. oh yeah, this just came out of our foundation. These are Lego arcades that are completely functional. That's all real gear, and so they play a whole variety. And then we didn't have a ribbon cutting when we opened. We had a Lego wall smashing. So all these Legos were sort of covering the whole door. And Bill Nye, the science guy, the Los Angeles mayor, everybody had a big mallet and they broke the wall down. I'm obsessed with Lego. This is a fake. This is a brick that will replace a broken part outside. Oh yeah. And it's going to fill in with a missing brick. And so that's going to go in there at some point.
And this is my office. Wow. So it's kind of fun. And we got a little view down on the amusement park. Oh. You can see I've got the same. That's all right. Oh, yeah. There it is. Well, it's a lunchbox. You know, yeah. Ça, c'est l'entrée dans le lieu. Bah du coup on a plusieurs parties qu'on va voir progressivement parce que nous on a essayé de prendre le temps de tester un petit peu tout avec à la fois une partie avec des jeux d'arcade plus ou moins récents, certains sont en rétro, d'autres se jouent avec de la VR ou sont des adaptations en fait en version d'arcade de jeux de salon. Il y a une partie plus jeux de fêtes foraines, enfin plus proche de fêtes foraines en fait on va dire, qui sont beaucoup de trucs custom en fait, donc qui ont été créés par le lieu en fait directement, qui sont dans les pièces préférées je trouve. Il y a des parties vraiment plus classiques avec des flippers, des choses comme ça, bon ça on est passé un petit peu rapidement dessus. Et il y a d'autres jeux multijoueurs, c'était un petit peu plus originaux en fait dans cette zone là. Il y a un bar, il y a une espèce de mini restaurant, il y a toute une aile en fait pour de la VR mais assez fat. C'est pas juste un casque qui se balade en fait mais plutôt des trucs faits pour du multi aussi encore une fois, donc avec des espaces assez grands pour accueillir plusieurs personnes simultanément sur des trucs qu'on pourrait pas avoir facilement en fait. C'est littéralement pas des jeux qu'on pourrait avoir chez soi avec juste un seul casque en fait à dispo, ou même plusieurs, parce que c'est des trucs où ils doivent être mis en réseau. Il y a un hippoglouton géant. Qui malheureusement ne marchait pas. Tristesse. Il y avait un Panic Park de Namco. Ce jeu, j'en parle dans mes cours depuis... Pouh. Et là, j'ai pu le tester. J'ai défoncé Olivier. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bah, en trichant, forcément, ça devient un petit peu... D'où j'ai triché? Moi, je jouais à une main, avec une main dans le dos. Easy. Toi, t'es là de toutes tes forces à deux mains. Je fais 50 kilos, ma gueule. Il y avait aussi d'autres jeux beaucoup plus obscurs, tout droit venus du Japon, avec des explications qui étaient encore en japonais, mais c'était plein de mini-jeux en fait. Si t'appuyais soit en rythme, soit de la bonne façon en fait, sur un panel de boutons. Autre exemple de création originale, où là du coup c'est un ensemble de 6 ou 7 mini-jeux prévus en fait pour être joués de 2 à 6 joueurs, avec à chaque fois en fait juste contrôleur simple. Des trackballs en l'occurrence. Partie un peu plus rétro. Ouais, il y avait un jeu de combat un peu chelou. C'est Olivier qui me l'a fait remarquer. Ouais, mais si je dis pas de bêtises, en fait, je crois que c'est basé sur la licence Injustice League. C'est la version arcade en gros de jeu de baston, sauf qu'au lieu d'avoir du coup l'ensemble des commandes, devoir gérer le déplacement de son personnage, les gardes, etc. Bah là du coup c'est résumé en quelques boutons qui permettent du coup de faire des actions, plutôt de ce que j'ai cru comprendre en fait sous la forme d'un pierre-feuille-ciseau, entrecoupé de QTE pour faire davantage de dégâts ou ce genre de choses, déclencher des actions spéciales. Donc ça avait l'air d'être assez nerveux et simplifié en fait en gros comme jeu de combat, plutôt une bonne idée en fait pour un truc d'arcade. J'espère qu'ils ont un stéroïde aussi. Ah bah tiens, ils ont Killer Queen de Bumble Bear. C'est le truc, j'en ai parlé dans ma vidéo YouTube, tu peux mettre ton verre ici en fait. C'est fait pour. C'est aussi eux qui ont fait le truc de moto où t'as la roulette là. Ça c'était un genre de twister sur le mur. C'était cool.
Et après, Olivier y est allé se faire opérer. Tada! J'ai kiffé cet install. Moi, j'ai une passion pour les oiseaux mécaniques, hein, forcément, Macbird. T'es un cavalier ou t'es un cheval? Je suis un chevalier. Parce qu'on est un plateau. Ah oui, 800 encore. Ouais. Bah là, du coup, c'est un exemple de jeu justement de salon, on va dire, qu'on avait à nouveau en mode arcade. Parce que du coup, sur Wii, j'avais l'équivalent, je crois, en fait, jeu de shoot dans la licence Lapin Crétin, qui était assez difficile en fait, parce que du coup, le but c'est de perdre quand même au bout d'un moment, ça reste un jeu d'arcade. Donc pourquoi pas, c'était sympathique, mais un peu limité. Il y avait plus. On joue des... Demolition Zone. Ah, bah Demolition Zone, du coup, t'es créé directement pour cet espace. L'idée, c'est qu'on a des espèces de boules de bowling, en gros, suspendues, qui sont en fait des boulets de démolition. On va les projeter sur le mur. Alors, niveau techno, je sais pas exactement comment ça captait. C'est au niveau en fait du mur en lui-même qui récupérait l'impact, ou c'était une caméra en fait tout béton qui traquait les mouvements de la boule, qui nous donnait en fait du coup des impacts sur ce petit bâtiment en fait en face. On devait essayer de détruire, et du coup c'est un jeu en versus. Chaque joueur en fait essaie de détruire le plus de parties possible en fait du bâtiment, et il y a des éléments bonus qu'il faut essayer de striker aussi avec la boule, et d'autres à éviter pour pas perdre de points en gros. Et les joueurs en fait sont placés sur des plaques de métal assez grandes qui sont reliées à des moteurs qui sont plus ou moins cachés en gros par le décor autour de nous. Et ces moteurs en fait vibrent, et donc du coup quand le bâtiment est en train de se faire démolir, tout l'espace autour de nous vibre aussi. Et c'était très original et très chouette comme jeu. T'es trop fort pour casser des trucs. Là, autre exemple en fait de jeu développé pour le lieu, c'est une sorte de Beyblade, j'appelle ça comme ça, où du coup on joue des espèces d'artistes de cirque qui tiennent en équilibre sur des boules. Nous on les fait rouler avec des boules qui sont réellement en fait des boules de cirque. Et donc on doit se déplacer avec ça, essayer de prendre de la vitesse et percuter les autres joueurs pour les dégager en gros de l'espace central qui évolue en fait d'un niveau à un autre. Il y a également des bonus qui spawnent généralement au milieu, mais ça peut varier. Donc notamment une brique de lait qui fait grossir le perso, un paquet de popcorn qui permet en fait de tirer en fait à distance. Il y avait un bouclier aussi qui amortit en fait les coups qu'on prend. Et je crois un bonus aléatoire parmi ceux-là. Et du coup nous on a pu tester qu'à 2, mais on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs, ce qui promettait d'être un petit peu plus le bordel. Et ouais, c'est un des jeux les plus fun qu'on ait fait pour moi en fait, celui-là, franchement j'ai trouvé ça très cool. Et mais par contre voilà, c'est vraiment un truc où on pourrait pas jouer chez soi, ou même refaire une petite version du contrôleur pour pouvoir y jouer quoi. Jouer à la manette, bon, ça serait il y a littéralement je pense de Mario Party doit avoir ce genre de jeu en fait à l'intérieur. C'est pas aussi fun, et reconstruire ça chez soi, ça demanderait de la place, c'est un peu compliqué. Donc c'est cool d'avoir eu l'opportunité de tester ça sur place. Là c'est la partie sport, physique. C'est un jeu où du coup on doit faire avancer un train le plus vite possible.
Et du coup, c'est censé être joué par équipe de 2 contre 2, sauf que qu'on n'était que 2 tout seul. Donc on a dû prendre les 2 manettes chacun. On peut aller pomper en rythme en gros pour faire avancer notre propre locomotive sur une ligne. Et moi ça me faisait penser vraiment au jeu du juste prix, là, le tyrolien qui avance sur sa montagne, parce que c'est purement mécanique. Il y a une vidéo projection mais qui est là que pour le décor. C'est vraiment en fait un petit train électrique en gros qui avance, qui représente notre personnage. Et c'est assez physique en fait pour arriver à faire ça. Donc là, c'est là que j'ai éclaté Olivier à Panic Park avec mes 50 kilos et mes bras de crevettes. Enfin, c'est vicieux les crevettes, hein. Là, avec leurs mandibules. Ah oui, on joue à Panic Park, ouais. Ça, c'est important. Des commentaires de qualité. Et donc là, expérience VR qui va pas être extrêmement parlante en vidéo étant donné qu'on pouvait pas filmer l'intérieur du casque. Là c'était plusieurs expériences possibles, on a choisi une qui s'appelait Hair, et du coup c'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer à 4 sur une espèce de plateforme mouvante, c'est pour ça qu'on bouge. C'est assez saisissant parce que le côté, finalement c'est des espèces de ventilateurs très puissants et une plaque sur VR1 qui va nous permettre en fait de bouger, et du coup de donner vraiment l'impression qu'on prend de la vitesse, qu'on se déplace, qu'on flotte, etc. Et la chaleur, la lumière c'est de la chaleur. C'est vrai aussi, puisque du coup il y a des passages où on passe à côté de la lave, etc. Mais le principe du jeu c'est, en gros, on a chacun une sorte de grappin qu'on va pouvoir en fait utiliser pour récupérer à la base des espèces de cristaux. C'était putain de dur. Du coup on collecte ça pour avoir des points au début, et ça part en couille, et au final on se retrouve à se battre contre des robots. Et là c'est assez intelligent parce que du coup on utilise la même méca d'avoir notre grappin en fait qui part récupérer des trucs, sauf que là on récupère directement des pièces sur les robots ennemis, et ensuite on va pouvoir leur renvoyer dans la gueule. Derrière ça se renouvelle en fait assez vite, et du coup ça fait une expérience plutôt cool. Le dernier exemple de jeu produit spécifiquement pour le lieu, je crois très certainement par quelqu'un de la famille de Brent d'ailleurs, vu les crédits à la fin. C'est un jeu qui moi m'a amusé parce que du coup j'ai reconnu des assets Unity que je possède pour développer le jeu. En gros c'est un jeu où on joue directement une boule de bowling sur des parcours un petit peu fantaisistes dans différents décors, et du coup on doit utiliser le contrôleur qui est directement une boule, pour la faire rouler, la diriger. Donc le but c'est d'essayer d'aller le plus vite possible, mais comme on n'est pas que en ligne droite, il faut aussi la faire tourner sur les côtés pour se déplacer latéralement. Il n'y a pas vraiment de bonus, mais il y a des chapeaux à collecter pour changer la gueule de notre avatar. Et le but c'est d'arriver le plus vite possible en fait à la fin, mais pas que, puisqu'on a aussi des quilles à dégommer comme tout bon jeu de bowling. Donc non seulement il faut arriver vite avant l'adversaire, mais essayer de dégager en fait sur les dernières lignes droites le plus de quilles possible pour avoir au bout de 3 manches je crois le plus de points possible. Et bon, pour l'anecdote en fait je crois que le dispositif avait un peu foiré, comme on disait un peu les premiers dans le lieu étaient peut-être en mode démarrage, et du coup ils voulaient pas nous laisser partir. À chaque fin de game nous relancer automatiquement le truc gratuitement visiblement, parce qu'on a payé qu'une seule fois et on a dû faire une quinzaine de games en fait affilés. Sauf que c'était très physique et fatigant, donc au bout d'un moment il a fallu arrêter. One eternity later. J'ai encore gagné, mais j'en peux plus, pitié. Arrêtez, c'est cher. Pour l'avant-dernière journée de la semaine, on a été visiter un lieu qui nous a été recommandé par Marty Campos, qui est donc la personne qu'on avait interviewée à USC. Cet espace, il s'appelle le Museum of Jurassic Technology, donc le musée des technologies jurassiques. Jurassienne. À gauche sur Exposition Du Boulevard, Jura. puis prendre complètement à droite sur Venice Boulevard. Le concept est hyper chelou. L'espace est trop cool au niveau muséal. C'est très très dur à décrire, hein, je vais galérer. En gros, le concept, c'est de présenter des technologies, de ce que j'ai compris, des technologies oubliées, ou de faire redécouvrir des technologies oubliées, ou de présenter des technologies qui étaient découvertes il y a longtemps et on a l'impression que c'est récent. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, on dirait un musée qui mettrait en scène le manuscrit de Voynich ou le codex Seraphinianus. C'est très chelou. L'espace est hyper intéressant.
L'entrée est hyper discrète, il y a juste une petite porte en métal, voilà le nom du musée au-dessus. Et c'est très intimiste, tout est très sombre. Alors on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, du coup j'ai volé quelques photos et vidéos. On commence avec une intro très obscure, très bizarre, où on ne sait pas si c'est premier degré ou pas. Et tout du long, tout est très confus. Pour être honnête, c'est quand même assez confus. Je pense que c'est volontaire, c'est très cryptique. Par contre, la présentation des médias est trop cool. Il y a pas mal de moments où il y a de vieux livres ou des vieux dioramas avec des prismes et des espèces d'hologrammes, d'effets holographiques à travers les prismes. Il y a beaucoup de vidéos un peu longues. Il y a des jeux de lumière type radiographie, des choses comme ça. C'est très étrange. Et l'espace, de l'extérieur, c'est un énorme rectangle, mais à l'intérieur, c'est un petit labyrinthe de plein de petites pièces intimistes. Et pour donner un exemple de ce que j'entends par premier ou second degré, il y a littéralement des moments où ils expliquent qu'il y a des souris sur des toasts qu'on donnait à des enfants. Je crois que c'est un remède pour la toux chez les enfants spécialement. Et c'est sûr que d'un coup, si tu leur donnes ça à bouffer, en fait, ils vont dire ouais, je vais aller mieux. Et après, on est rentré et Olivier, il a développé un peu sur le jeu qu'on va présenter à la GDC dans quelques semaines parce qu'il y a du taf. Dernière soirée à Los Angeles. Ça sent toujours la beuh ici. On est dans un coin de l'Interstate où ça sent tout le temps la weed. Très pour. Il y a deux options. Soit on n'est pas loin d'une usine ou d'un truc qui travaille avec de la weed, le plus probable. Ou alors c'est tellement stressant de conduire sur les routes de Los Angeles qu'ils se sont dit on va leur diffuser un peu de weed sur la route. Ça détendra tout le monde. Pour notre dernière soirée à Los Angeles, on a décidé de tester les fêtes foraines typiques station balnéaire américaine. On a été à l'une des plus connues, celle de Santa Monica. L'idée c'était de voir un petit peu ce que ça donnait vu de l'intérieur. Quand on est arrivé, il y avait un mec qui se balançait en haut d'un réverbère dans le plus grand des calmes, torse-poil. Des gens chelous, on en a vu pas mal quand même. C'est l'océan Pacifique de nuit. On est sur un ponton. Je crois que c'est porteur. C'est porteur ça. Oui. Classique. Allez. On est au bout à gauche des États-Unis. Après, c'est le Pacifique pendant longtemps. Il y a des gens qui pêchent au bout des États-Unis à gauche. Là, c'est plutôt le début des États-Unis. Exactement. Là, c'est le début des États-Unis à gauche.
C'est aussi le début ou la fin de la route 66. Fun fact. Toi aussi apprends en t'amusant. Ou en t'amusant pas. Et en n'apprenant pas grand chose. Tu veux redire un truc ou... Non, j'aime bien ta contre-jour. La fin de la route 66, c'est ici. Très très sympa la petite... oui, ce qu'on appellerait la fête foraine chez nous à Santa Monica. Tous les trucs habituels. On a gagné des peluches. Olivier, il a gagné un bulle bizarre. Gardez ça pour vous. Fais voir la cam, fais voir la cam. C'était tellement proche de la caméra. La dernière fois qu'on voit Los Angeles de nuit, en tout cas pour ce séjour, hein, peut-être pas de notre vie entière quand même, j'espère. Restez sur la file de droite pour continuer sur Interstate 10 East. Oui, madame. On aura bien saigné l'Interstate 10 East tout au long de notre séjour. C'est celle qui nous a emmenés de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à la plupart des destinations où on veut aller. Dans 2 miles, prendre la sortie California 60 en direction de Pomona. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。